Le monde est en pleine révolution énergétique. Alors que les énergies renouvelables deviennent moins chères et plus efficaces, et que les nations du monde entier en ont assez de suffoquer dans le smog. L'économie mondiale a amorcé une transition désormais irréversible. Bien sûr, un pays par ici pourrait investir dans le gaz naturel, ou un dirigeant par là pourrait se lancer dans une croisade contre les éoliennes. Pour ceux qui veulent stopper la révolution énergétique dans le monde, il est déjà trop tard. Les grandes entreprises mondiales se sont déjà adaptées, et même les compagnies énergétiques trouvent la révolution plus rentable que le statu quo. Si vous pensiez que la transition vers les énergies renouvelables était peu coûteuse, détrompez-vous. Des téléphones Apple et Samsung aux voitures électriques BYD et Tesla. La révolution énergétique mondiale est rendue possible grâce à une poignée de minéraux essentiels. Et plus probablement qu'autrement, ces minéraux ont été lavés dans le sang avant même d'arriver dans votre région du monde. Du Congo à l'Asie du Sud-Est, du Sahel à l'Amérique du Sud, jusqu'à l'Ukraine, des conflits éclatent partout dans le monde à cause de ces minéraux. Certaines guerres sont plus intenses, violentes ou longues en raison de la conquête de minéraux essentiels. Et certaines d'entre elles n'auraient tout simplement pas lieu du tout au quart du XXIe siècle. Presque toutes les guerres sur la planète sont des guerres de ressources, et les personnes qui meurent dans ces guerres ont donné leur vie. Pour aider à décider qui va rendre votre vie high-tech possible, à la merci de la chaîne d'approvisionnement. Maintenant, si vous regardez cet épisode, nous garantissons qu'à moins de 3 mètres de l'endroit où vous êtes en ce moment, soit environ 10 pieds probabilité au tard américain, il y a un fragment qui pourrait venir d'une guerre des ressources. Je suis entouré de tellement d'appareils électroniques en ce moment, vous ne pouvez pas les voir, mais il y a tout un système d'enregistrement, des lumières et tellement d'autres choses. Pour la grande majorité d'entre vous, ce sera à moins d'1 mètre de l'endroit où vous êtes assis, et une proportion assez élevée d'entre vous le touche en ce moment même. Ils incluent le lithium, le cobalt, le tantal, le tungstène, l'étain, le nickel, etc. Et si vous tenez un smartphone, utilisez un ordinateur portable ou de bureau, regardez un écran ou êtes assis dans un véhicule, surtout un véhicule électrique en l'occurrence, alors ils sont juste devant vous. En fait, c'est vraiment un pari gagnant pour les créateurs YouTube comme nous d'affirmer que vous êtes probablement à portée de main de ces ressources à tout moment. Ce sont justement ces ressources qui vous permettent de regarder cet épisode, alors soyons honnêtes. Mon gagne-pain, celui de l'auteur de cet épisode et de toute notre équipe de production ayant réalisé cette vidéo. Tout cela s'est rendu possible grâce à ces mêmes minéraux essentiels, et une proportion étonnamment élevée de ces minéraux a été payée dans le sang. Nous reconnaissons cette réalité difficile dès le début de l'épisode d'aujourd'hui. Pas parce que nous essayons de vous faire honte ou de nous livrer à un exercice rituel d'autoflagellation. Au contraire, nous le soulignons parce que c'est la véritable nature de la crise mondiale des ressources en cours, les minéraux critiques dont nous allons parler. Au centre des guerres, des rébellions et des dictatures répressives à travers le monde, ils sont nécessaires partout. Et ils sont fondamentaux pour les vies que nous, dans le monde développé, avons collectivement créées pour nous-mêmes. Nous existons à l'extrémité d'une chaîne d'approvisionnement en tant que consommateurs, clients ou, nous l'imaginons, sous n'importe lequel des surnoms très colorés que pourraient nous donner ceux qui se retrouvent au bout de ces guerres des ressources. La technologie intelligente alimente nos vies et l'avenir de nos enfants devient plus sûr grâce aux énergies renouvelables et aux batteries modernes. En un mot, nous sommes dépendants. Mais ce que nous voyons depuis notre point de vue à l'extrémité des chaînes d'approvisionnement, c'est la conclusion naturelle. Avec nos têtes penchées en arrière et nos bouches grandes ouvertes, prêtes à avaler tous les smartphones, véhicules électriques et batteries que le monde peut y faire tomber, n'est-ce pas là toute l'histoire ? Prenez un smartphone ordinaire. Bien sûr, tout le monde sait qu'il n'est pas tombé d'un arbre, il a été assemblé. Probablement par quelqu'un, à l'autre bout du monde, qui a peut-être été payé avec un salaire inférieur à la moyenne, traité d'une manière qui n'était peut-être pas très bienveillante par ses employeurs. Mais ce n'est pas la fin du processus non plus. Pour mettre les différents composants de votre smartphone sur cette chaîne de montage. Ces différents composants ont dû être fabriqués sur d'autres chaînes de montage, et parfois les éléments qui ont servi à fabriquer ces composants ont également dû être produits. En suivant la chaîne d'approvisionnement, on atteint une étape du processus de production. Là où cette première chaîne de montage utilisait ce que ses ouvriers voient comme matières premières, métaux, plastiques ou autres matériaux. Les matières premières de l'un sont les produits finis de l'autre, comme pour un minéral critique. Dans cet exemple, ce minéral doit être raffiné d'une certaine manière et transformé en une forme prête à la production. Avant cela, il doit être purifié. Issu des morceaux bruts et exploitables que l'on peut extraire de la terre, il est ensuite transformé en un morceau plus petit de quelque chose. Cela pourrait réellement être appelé un véritable morceau de
quel que soit le minéral dont nous parlons. Mais avant cela, quelqu'un quelque part doit extraire une roche contenant entre 0 et 100 de ce minéral essentiel. C'est ici que l'histoire des guerres mondiales pour les ressources peut être racontée. Malheureusement, c'est aussi l'endroit où nous devons devenir très cyniques, dans cette image mentale de deux mains sales ramassant quelque chose de lucratif. Nous pouvons aussi identifier le problème, ces deux mains et leurs propriétaires. Les minéraux critiques et autres ressources naturelles doivent être extraits, et tant que la robotique ne progressera pas beaucoup, ce sera surtout des humains qui s'en chargeront. À chaque étape de la chaîne d'approvisionnement mondiale, des entreprises vendaient des biens à d'autres. Les minéraux bruts sont vendus aux raffineurs qui fournissent les fabricants, puis les détaillants avant d'arriver jusqu'à vous. Au fil du processus, les prix montent et chacun profite. Mais les gens, d'un point de vue purement capitaliste, sont le grain de sable dans le système. Ces entreprises, dans son nom, ont besoin de personnes pour effectuer le travail, et comme l'esclavage est généralement mal vu par la société moderne, ces personnes doivent être rémunérées. C'est un fait. À presque chaque étape de la chaîne d'approvisionnement que nous avons décrite, il est assez facile d'identifier des personnes qui sont sous-payées pour ce qu'elles font, parfois même gravement sous-payées. À la plupart des étapes de la chaîne d'approvisionnement, il circule assez d'argent pour que, même avec des radins ou des difficultés économiques, les travailleurs gagnent assez pour s'en sortir. À l'origine de ces chaînes d'approvisionnement, sur les sites d'extraction, la réalité était bien différente. Il n'y a pas tant d'argent que ça à se partager et il faut beaucoup de main-d'œuvre pour faire le travail. Si tout le monde était payé pour sortir de la pauvreté, personne ne deviendrait riche. Et les gens dans ces domaines, avec l'argent, les relations et l'armement qui laissent penser qu'ils pourraient devenir riches, ne vont pas manquer leur chance de le faire. Les organisations plus haut dans la chaîne d'approvisionnement ne payent pas plus que ce qu'elles sont absolument obligées de payer, parce qu'après tout, elles ne veulent pas réduire leur propre marge bénéficiaire. Cela signifie que si quelqu'un doit s'enrichir tout en bas de l'échelle, alors quelqu'un d'autre devra y perdre. Comme nous l'avons mentionné, les opérations d'extraction ont tendance à nécessiter beaucoup de main-d'œuvre, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient qualifiés ou éduqués. Franchement, ils n'ont pas forcément besoin d'être nourris. S'ils sont assez désespérés pour travailler juste assez pour se nourrir eux-mêmes. Ainsi, si vous laissez vraiment vos instincts les plus sombres de votre cœur capitaliste froid prendre le dessus, eh bien, ils n'ont pas vraiment besoin d'être payés, n'est-ce pas ? Certainement pas plus que le strict minimum nécessaire pour qu'ils continuent à venir. C'est justement à cause de cette dynamique complexe de l'économie mondiale des minéraux que les experts discutent du lien entre exploitation des ressources et conflit. La malédiction des ressources, ou paradoxe de l'abondance, repose sur une observation simple. Les terres riches en ressources naturelles devraient profiter collectivement grâce à leur exploitation. Les habitants de ces terres sont souvent parmi les plus pauvres, les moins développés et les plus réprimés politiquement du monde. Fait étrange, l'inverse paraît aussi exact. Les nations qui sont moins impliquées dans l'exploitation et la production de ressources naturelles, ou qui n'en possèdent tout simplement pas, ont tendance à être plus développées, plus démocratisées et plus riches. Ce n'est pas une règle absolue. Regardez les États-Unis ou le Canada, riches en ressources naturelles. Mais ce schéma reste suffisamment répandu pour être identifié et, à juste titre, comme une malédiction. Des endroits comme la République démocratique du Congo, le Soudan, le Myanmar, le Venezuela, ce sont quelques-uns des endroits qui possèdent les réserves de ressources naturelles les plus vastes et lucratives au monde. Comparés à leur taille et à leur population, ils comptent aussi parmi les plus pauvres, les plus défavorisés. Et bien souvent, ce sont des zones de guerre. Emon Fatima résume dans Modern Diplomacy en 2025. Chaque conflit découle d'un calcul lié aux ressources guidant les décisions des dirigeants mondiaux. Passons maintenant au cœur de ce calcul tordu. Avant tout, une question. Appréciez-vous ce que nous faisons à Warfront ? Voulez-vous plus d'épisodes, plus d'analyses, des perspectives plus approfondies sur les histoires qui façonnent notre monde ? Ces histoires mêlant politique mondiale, guerre et exploitation vous fascinent-elles ? C'est pourquoi notre équipe a lancé Frontstock Co., notre nouveau site web conçu pour vous offrir cela. Nos rédacteurs de Warfront et notre équipe sœur de Warfront se réunissent sur Frontstock Co. pour examiner de plus près les guerres, la stratégie, la politique et la technologie qui définissent ce moment de l'histoire moderne. Chaque semaine, nous publions 2 épisodes vidéo exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs, y compris notre salle de briefing, un récapitulatif régulier des histoires peu médiatisées qui méritent votre attention.
Nous avons récemment publié un épisode similaire sur les groupes rebelles du Myanmar et leur lien avec le crime organisé, ainsi que leur place dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des terres rares. Sur Frontstock, nous publions 2 articles d'experts par semaine, rédigés par des journalistes et analystes partageant leurs analyses avec notre public. Un article a traité des ressources stratégiques en Europe, un autre des trésors naturels cachés qui rendent la mer de Chine méridionale source de conflits. Ailleurs sur le site, profitez d'un accès anticipé aux épisodes approfondis de Warfront, d'un accès exclusif aux coulisses, aux épisodes inédits, aux nouveaux produits dérivés et plus encore. L'abonnement à 5 € par mois soutient le développement de nos contenus gratuits sur Warfront. Pour soutenir cette chaîne et obtenir beaucoup de contenu, rendez-vous sur Frontsco. Merci pour votre soutien. Des incitations à prendre ou à cacher. Au centre de ce système mondial, 2 vérités fondamentales existent. D'abord, les personnes en bout de chaîne d'approvisionnement. Des gens comme nous cherchent avant tout à continuer de profiter et d'améliorer le mode de vie dont nous jouissons aujourd'hui. C'est bien beau de placer sa confiance dans le bon côté des gens. Pour l'instant, les consommateurs ont envoyé un message très clair. Même conscients des conséquences à long terme de notre mode de vie, nous, consommateurs, trouvons un moyen de vivre avec. La seconde vérité fondamentale est que ceux qui profitent de l'extraction des ressources ne sacrifieront pas leurs gains pour progresser. La situation des personnes qui effectuent réellement l'extraction manuelle ou de celles qui vivent simplement sur les terres où l'extraction des ressources a lieu également. Leur comportement parle de lui-même aussi. Les personnes qui tirent profit de ce genre de commerce vont souvent très loin et recourent à la violence ouverte pour préserver le contrôle de ce qu'elles possèdent. La combinaison de ces 2 vérités auxquelles les consommateurs finiront par s'habituer, ce sont les méthodes qui nous permettent d'obtenir nos gadgets sophistiqués. Le fait que ceux qui contrôlent l'extraction des ressources privilégient le profit plutôt que le bien des populations en périphérie conduit à une conclusion difficile. Si le consommateur ne va pas être dissuadé, disons, par l'utilisation de la force sur le terrain. Des incitations poussent plutôt les extracteurs de ressources à recourir à la force pour le profit. Eh bien, ils vont le faire dans des endroits où la gouvernance est faible ou inexistante, ou là où les responsables locaux peuvent être soudoyés, ou sont eux-mêmes les chefs de file d'opérations extractives comme celle-ci. Il n'existe quasiment aucune autre mesure pour dissuader l'usage de la force afin de sécuriser ou élargir l'accès à des ressources lucratives. Et dans ces conflits liés aux ressources, tout comme dans n'importe quel autre conflit sur Terre, le canon d'une arme peut être pointé dans de nombreuses directions à la fois. Si une personne influente et son organisation savent qu'un gisement existe sans pouvoir y accéder. Si un village est installé juste au-dessus, ils peuvent facilement le faire déplacer ou disparaître par la force. Si cette même personne apprend l'existence d'un autre gisement de ressources à proximité, elle peut répéter le processus. Si les habitants locaux commencent à estimer que leur travail manuel leur donne droit à une part des bénéfices, un salaire équitable ou de bonnes conditions de travail. Scandaleux. Alors l'usage de la force peut soit les amener à obéir, soit au moins pousser les plus gênants à chercher du travail ailleurs. Si un autre groupe ou une organisation plus puissante arrive et souhaite accéder aux ressources détenues par quelqu'un d'autre, alors ils peuvent de garantir cet accès par la force. Tant qu'ils sont convaincus qu'aucune autorité extérieure n'essaiera d'intervenir et que les autorités supérieures ne s'en mêlent pas. Que ce soit dans des nations luttant pour des territoires avec des voisins ou cherchant à contrôler des zones tenues par rebelles dissidents ou personnes dont la vie gêne l'accès aux ressources. Eh bien, l'usage de la force est aussi une réponse dans ce cas-là. Et dans un environnement comme celui-ci, où il n'y a aucune incitation à collaborer ou à respecter les droits des gens ordinaires. Aucune dissuasion n'empêche les profiteurs puissants de prendre ce qu'ils veulent. Les actes de violence ne surviennent jamais seuls lorsqu'un chef de gang, un seigneur de guerre, un dirigeant local ou un gouvernement national prend le contrôle. Dans une zone où ils peuvent utiliser cette force pour contraindre la main-d'œuvre et extraire des profits, eh bien ils commencent à ériger des barrières pour s'assurer que personne ne puisse les empêcher de le faire. La présence de journalistes étrangers, de groupes de défense des droits ou d'organisations humanitaires qui pourraient défendre ou témoigner pour la population devient inacceptable. Ces personnes sont expulsées, ou poussées à rentrer chez elles car les conditions sont devenues trop dangereuses, selon un rapport 2024 de Reporters sans frontières. La majorité des ressources naturelles mondiales, comme les combustibles fossiles, les minéraux et les ressources forestières, sont issues de pays où enquêter sur leur extraction et ses impacts environnementaux et sociaux est difficile, voire impossible.
Une fois qu'ils sont partis, les gouvernements locaux doivent soit être achetés, soit voir leur autorité pratique neutralisée, soit être purgés des personnes qui ne sont pas prêtes à se conformer. Pour que ces personnes soient remplacées par de meilleures alternatives. Les gens ordinaires qui détiennent leurs richesses et veulent protéger leur entourage deviennent une menace. Et de l'autre côté de cette même médaille, les personnes maintenues dans la pauvreté, privées d'éducation et qui ne sont même pas sûres de pouvoir accéder de façon fiable à la nourriture et à l'eau sont beaucoup plus faciles à contrôler. Les groupes capables de gouverner par la force dans une région donnée vont ensuite instaurer les conditions pour gouverner par la peur et la coercition. Ils évitent ainsi les soucis et la tension liés à la violence quotidienne, si possible. Mais ils conservent tout de même ce même contrôle sur les populations locales. Quand cela arrive dans des régions riches en ressources, des étrangers viennent comme profiteurs, non comme libérateurs. Dans des endroits aussi pauvres que ceux dont nous parlons, aussi peu développés et sous-dotés en ressources, il n'y aura pas de raffinerie ni d'usine de fabrication. En réalité, il manquera souvent les ressources pour extraire ces minéraux et atteindre une pureté suffisante. Mais c'est à ce moment-là que l'argent commence à affluer et que les ressources commencent à sortir, parfois s'ils peuvent s'en tirer ainsi. Des grandes entreprises, y compris occidentales, s'implantent localement et rémunèrent des intermédiaires pour collecter les minerais extraits partout où il y a exploitation. Parfois plus. Des groupes obscurs envoient des personnes dans des boutiques tenues traitant par du personnel où ils achètent des minéraux bruts au kilo ou au sac. Ils les surveillent jusqu'à leur récupération. Dans un reportage du Washington Post sur le Congo, le journaliste Todd Frankel écrit « Des hommes asiatiques faisaient fonctionner les machines Meteor X100. Ils tapaient dans des totaux sur de grosses calculatrices. Ils manipulaient l'argent, de grosses liasses de francs congolais, et on les voyait souvent assis à l'arrière pendant que des hommes congolais transportaient les sacs de 120 livres. Aucun des chefs locaux n'a voulu parler au journal dans ce reportage. Beaucoup des hommes impliqués étaient des ressortissants chinois ou étaient payés par des entreprises chinoises pour servir d'intermédiaires. L'identité de ces personnes importe moins que leur volonté de se présenter. Tant que quelqu'un achète ces ressources là où elles sont extraites, et il y a toujours quelqu'un pour les acheter. Le reste importe peu aux seigneurs de guerre, gangsters et élites locales. Cependant, un léger inconvénient subsiste pour les extracteurs de ressources. Rappelez-vous, nous avons dit que, comme consommateurs, nous finirons par nous adapter aux conséquences d'un mode de vie fondé sur l'exploitation des ressources. Eh bien, c'est toujours vrai, mais seulement si c'est possible. Nous aimons nous sentir bien dans notre peau, être satisfaits de nos choix et traverser notre quotidien avec le sentiment de ne pas avoir de sang sur les mains. Donc tous ces producteurs, intermédiaires et grandes entreprises de plus bas dans la chaîne alimentaire ont un choix à faire. Ont-ils intérêt à réformer, cesser la violence et sortir les gens de la pauvreté en réduisant leurs profits? Ou est-ce moins cher, plus rapide et plus facile de créer une industrie secondaire entièrement dédiée à donner l'impression que les mains du consommateur sont propres? Certaines organisations choisiront la première option, mais celles voulant vraiment rester actives choisiront la seconde. Elles finiront souvent par adopter cette idée en voyant leurs marges baisser. Cela crée dans les chaînes d'approvisionnement mondiales une sorte de machine à justification étrange. Il n'est pas rentable pour un chef de guerre local de payer tout le monde correctement, mais il l'est de créer une petite mine autonome près d'un village modèle, où tout le monde va évidemment bien et respecte assurément les normes. Les entreprises qui achètent leurs ressources et la source tout au long de la chaîne d'approvisionnement peuvent se sentir rassurées quant aux conditions de travail sur lesquelles elles comptent. Elles peuvent même obtenir une belle certification, tandis que la machine continue de fonctionner comme prévu. Voici comment cela a été expliqué dans le livre. Cobalt Rouge, finaliste du prix Pulitzer, traite de la situation en République démocratique du Congo et évoque les réalités du cobalt. L'exploitation minière en République démocratique du Congo est un inconvénient pour chaque partie prenante de la chaîne. Aucune entreprise n'admet que les batteries rechargeables des smartphones, tablettes, ordinateurs portables et véhicules électriques contiennent du cobalt extrait par des paysans et des enfants dans des conditions dangereuses. Ensuite, il y a l'aspect du blanchiment. Les entreprises qui craignent d'être surveillées pour avoir accepté des minerais provenant de zones de guerre connues peuvent trouver un moyen de s'approvisionner en matériaux beaucoup plus chers ailleurs, où des acteurs internationaux entreprenants peuvent mettre en place de petits réseaux bien organisés pour blanchir ces matériaux. De tout sens de responsabilité bien avant qu'ils n'arrivent aux consommateurs ou même aux détaillants. Les ressources extraites dans des conditions terribles au pays A sont envoyées et raffinées au pays B, qui vend ensuite les matériaux issus de sa raffinerie certifiés au pays C. Ce dernier informe simplement ses acheteurs
qu'il les a obtenus du pays B sans s'interroger sur l'origine réelle. Enfin, ces matériaux sont transformés et vendus par des entreprises réputées à l'image irréprochable. Du pays C aux chaînes d'assemblage du pays D, puis aux détaillants et consommateurs du pays E. E pour Europe ou Amérique. Pensez-y comme à un problème de contravention de stationnement. Si vous conduisez une voiture et que vous devez vous garer quelque part, mais que vous ne pouvez vous garer que sur une place illégale, alors vous savez que si vous vous garez à cet endroit illégal, vous allez recevoir une contravention. Disons 5 livres sterling. Que signifie vraiment cette contravention ? Cela signifie-t-il que ce point précis au bord de la route est interdit de stationnement ? Ou est-ce une place de stationnement qui coûte simplement 100 livres sterling si vous décidez de vous y garer ? Pour les organisations et les pays impliqués dans l'extraction de minéraux critiques dans des circonstances douteuses, la réponse est clairement la seconde. Si créer l'illusion de sécurité et de responsabilité coûte moins cher qu'agir réellement de façon sûre et responsable, alors vous sortez votre chéquier et vous signez un chèque aussi gros que nécessaire pour faire disparaître toutes ces questions de sécurité et de responsabilité partout dans le monde. Bien sûr, c'est bien beau de décrire ces réseaux internationaux obscurs, mais ce n'est pas suffisant. Si nous voulons vraiment comprendre le rôle des ressources essentielles dans l'alimentation des conflits mondiaux, et parfois dans le fait même que ces conflits existent, alors nous devons observer cette dynamique en action. Commençons par la République démocratique du Congo, sans doute l'exemple mondial le plus frappant de la malédiction des ressources. Nous avons évoqué Cobalt Rouge il y a peu, et c'est en République démocratique du Congo qu'une exploitation des ressources, lente mais continue, a retenu l'attention de l'auteur. Selon l'auteur Siddharth Kara, Tommis et puis Nova sont alimentés par une catastrophe humaine et environnementale. En République démocratique du Congo, ici, la ressource la plus importante de toutes est le cobalt, où la République démocratique du Congo représente plus de 70% de toute la production mondiale. Ce n'est pas parce que le cobalt ne se trouve qu'au Congo, c'est parce qu'il est incroyablement bon marché à extraire en raison de la main-d'œuvre humaine utilisée pour l'extraire. Selon des sources officielles, jusqu'à 40% du cobalt extrait en République démocratique du Congo, et en pratique, probablement bien plus que cela, est extrait par le biais de ce qu'on appelle des mines artisanales. Autrefois, cette expression désignait de petites mines locales, mais aujourd'hui, elle désigne surtout des mines informelles. Là où les pires abus de l'industrie minière du cobalt peuvent avoir lieu, ces mines sont en grande partie non réglementées. Elles mobilisent des personnes avec des outils manuels pour creuser à grande profondeur, recrutant souvent des enfants. Les conditions sont très dangereuses, et les violences de gangs et ethniques courantes, avec de nombreuses blessures. Et une grande partie des personnes travaillant dans les mines artisanales, ou dans des conditions similaires, vivent sous une forme d'esclavage moderne. Le cobalt récolté sert à fabriquer des alliages résistants à la corrosion et à la chaleur, ainsi qu'à produire des batteries, des catalyseurs chimiques et d'autres applications. Les multinationales adhèrent fréquemment à des initiatives censées résoudre le problème ou garantir qu'elles ne sont pas complices. Mais les rares enquêtes qui proviennent de cette région s'accordent à dire que ces initiatives ne sont en grande partie que de la poudre aux yeux. Je cite encore Cobalt Rouge sur l'exploitation du cobalt. La ferme d'esclaves est-elle améliorée ? La dégradation des Africains au bas de la chaîne a annulé le coût de la main-d'œuvre. Cela prétend exonérer tous les participants de toute responsabilité grâce à un habile stratagème d'obfuscation, orné de proclamations hypocrites sur la préservation des droits de l'homme. Le cobalt n'est pas la seule ressource extraite du Congo dans ces conditions. La République démocratique du Congo abrite certains des plus grands gisements de cuivre au monde, et elle détient jusqu'à 80% du minerai métallique de coltan mondial. C'est absolument essentiel pour la production de téléphones portables, d'ordinateurs portables et de batteries de véhicules électriques. Le pays abrite d'importants gisements d'or et de diamants et, selon la région, il y a aussi de l'étain et du tungstène à exploiter à l'est. Les mines produisent aussi du tantal en République démocratique du Congo, souvent exporté illégalement via le Rwanda. Ainsi, cela permet de contourner les lois destinées à empêcher le commerce des ressources de conflit. Quant à la raison pour laquelle le tantal est une ressource de conflit. Vraiment ? La plupart des choses récoltées en République démocratique du Congo sont soit actuellement des ressources de conflit, soit elles l'ont été autrefois. Les premières et deuxièmes guerres du Congo visaient principalement les ressources. Actuellement, les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, à l'est du Congo, sont contrôlées par le puissant groupe rebelle M23. Ce groupe est financé, soutenu et appuyé sur le champ de bataille par le Rwanda voisin, la même nation qui vend des ressources extraites de la République démocratique du Congo dans des conditions de conflit, en les reconditionnant sous un vernis de paix et de sécurité rwandaise.
Un exemple de conflit lié aux ressources, sans lien avec les batteries de jeux de voitures, mais impliquant des ressources lucratives et des seigneurs de guerre, est la guerre civile au Soudan menée par le régime militaire. Les forces de l'armée soudanaise livrent une guerre très coûteuse contre les forces de soutien rapide, paramilitaires, une faction combattante soutenue par les Émirats arabes unis et coupable de perpétrer un génocide en cours dans la région du Darfour. Les Émirats cherchent à utiliser les forces de soutien rapide pour sécuriser des terres agricoles fertiles et y créer un territoire agricole, des ressources clés définissant ce conflit. Et les deux camps se battent férocement pour l'accès à l'eau. Cependant, la ressource la plus précieuse reste l'or, dont les gains financiers sont évidents, sauf si l'on imprime de l'argent. Extraire un morceau d'or du sol est l'un des moyens les plus directs pour n'importe qui, n'importe où sur Terre, d'accumuler de la richesse. Le Soudan compte de nombreuses mines d'or récupérées dès qu'elles passent sous contrôle des forces de soutien rapide. L'or est très souvent passé en contrebande de façon illicite vers les Émirats, où il est blanchi et inscrit sur le marché comme de l'or émirati. Les Émirats arabes unis n'ont pas de mines d'or. En retour, les forces de soutien rapide obtiennent armes, mercenaires étrangers et ressources pour poursuivre leur guerre et commettre un génocide. Abordons simplement une autre cause mondiale de test. Parce que franchement, tout cela est extrêmement déprimant pour une chaîne politique. Mais il serait négligent de ne pas évoquer l'exemple du Baloutchistan. Ce n'est pas une nation souveraine mais une région partagée entre le Pakistan et l'Iran, la plupart des conflits ayant lieu au Pakistan. Le Baloutchistan abrite d'immenses réserves de ressources naturelles, notamment des matériaux évidemment lucratifs comme l'or et le gaz naturel, ainsi que d'importants gisements de cuivre. Une ressource essentielle mais en diminution, utilisée dans les câblages à haute conductivité, les circuits intégrés, les moteurs électriques et, encore une fois, les batteries, en particulier celles utilisées dans les véhicules électriques. Mais le Baloutchistan n'abrite pas seulement des ressources, il abrite aussi des populations. Et dans l'ensemble, la population baloutche de la région n'a vu aucun des bénéfices que leurs terres devraient leur apporter. Dans beaucoup de régions du Baloutchistan, l'accès aux ressources de base est très restreint. Le développement humain est étonnamment faible, et près de 2 personnes sur 3 vivent dans la pauvreté. Près de 9 personnes sur 10 n'ont pas un accès stable à l'eau potable. Tout cela alors que la population baloutche endure son quotidien, sachant que les richesses sous leurs pieds pourraient en garantir qu'il n'y aurait plus jamais de soif. Mais le fait que les baloutches ethniques ne voient pas les bénéfices ne signifie pas que personne n'en profite. La région a été exploitée par le gouvernement pakistanais, bénéficiant d'investissements et de partenariats industriels avec la Chine. Des professionnels mieux éduqués venus de tout le Pakistan affluent au Baloutchistan pour profiter de la ruée vers l'or, ainsi que des personnes venant d'autres pays du monde entier. Et malgré les nombreuses tragédies que le Baloutchistan a connues au cours des dernières décennies, il ne devrait peut-être pas être surprenant que, dans ce genre d'environnement, une résistance séparatiste violente soit un fait de la vie. La région abrite un vaste réseau de groupes militants ethno-nationalistes, dont le plus important est l'Armée de libération du Baloutchistan, ou Armée de libération du Baloutchistan. Ces groupes attaquent régulièrement des cibles représentant le gouvernement pakistanais, les intérêts chinois et des communautés de travailleurs d'autres régions du Pakistan. Leur but est d'imposer des coups très douloureux aux puissances pakistanaises et étrangères exploitant la région. Que ces puissances soient contraintes de se retirer ou au moins de partager les ressources et profits avec la population baloutche. En réalité, cependant, il est peu probable que le groupe puisse imposer des coups approchant ce seuil. Mais étant donné que leur rythme d'attaque ne fait qu'augmenter en 2025, il est peu probable qu'ils cherchent à désamorcer la situation non plus. Le Baloutchistan apparaît ainsi comme le centre d'un cycle croissant de violences insurgées, alimenté par l'exploitation flagrante de ces ressources. Au XXIe siècle, les conflits liés aux ressources vont s'intensifier, pas diminuer. La demande mondiale en minéraux essentiels ne cesse de croître. Le droit international, le financement humanitaire et les incitations des entreprises à bien agir disparaissent tous. Les terres arables deviennent une ressource de plus en plus rare chaque année, tout comme l'eau. Et la transition mondiale vers les énergies renouvelables, les véhicules électriques et des technologies toujours plus modernes dépend entièrement d'un approvisionnement en ressources naturelles qui n'est pas illimité. Pour comprendre la politique du siècle prochain, que ce soit localement, nationalement ou internationalement. Comprenez les ressources, comprenez ce qu'elles sont, à quoi elles servent, d'où elles viennent et quel sang devra être versé, pour que ceux qui veulent ces ressources puissent les obtenir. Merci de regarder.